Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les secteurs et les métiers, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des acteurs de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'orientation. Nous Merci de l'avoir fait rentrer. Nous vous proposons aujourd'hui un webinaire sur le métier d'aide-soignante et nous remercions nos intervenantes de ce jour, Aurélie Mazoin, chargée d'études et d'animation en forme, madame Nathalie Mazuet, chargée de relations candidats Croix-Rouge compétences Bourgogne-Franche-Comté, notre témoin qui arrivera un peu plus tard, Nathalie Lapérousaz, qui est soignante, et madame Roxane Garnier, chargée de mission au service formation sanitaire et sociale de la région Bourgogne-Franche-Comté. Hem, Au programme de ce webinaire, quelques chiffres, pour mettre en perspective le métier d'aide-soignante sur le territoire. Un témoignage donc, de Nathalie qui arrivera ultérieurement. La présentation, de la formation, que ce soit en alternance ou, formation continue, voire initiale. Je dis peut-être des bêtises. Et enfin, une partie sur les financements et on fera, sur la fin, un petit point sur des ressources qu'on aimerait vous présenter. En attendant, je laisse, la parole à Aurélie. N'oubliez pas d'éteindre vos micros, de lever la main si vous voulez poser des questions et vu qu'on est peu nombreux, voilà et bon webinaire à toutes et tous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Caroline, je suis Aurélie Mazoin, je suis chargée d'études à Amfort et Amfort travaille depuis de nombreuses années sur le secteur sanitaire et social dans le cadre de son domaine observation, observation des métiers, des secteurs, des territoires. Et Caroline m'a proposé d'intervenir aujourd'hui pour vous donner des éléments de cadrage sur le métier d'aide-soignant, à la fois sur des chiffres clés du métier en région, mais également sur les besoins ou les enjeux de recrutement. Ne vous inquiétez pas, on va faire court. Et pour l'image, j'ai bien conscience que nous sommes le 26 mai et non le 26 novembre, mais en préparant cette intervention, j'ai découvert finalement qu'il y avait une journée internationale des aides-soignants le 26 novembre. Et ça fait 6 mois jour pour jour, c'est dans 6 mois jour pour jour, donc je me suis dit que j'allais communiquer dessus. Alors, pour attaquer sur les chiffres clés du métier d'aide-soignant, en Bourgogne-Franche-Comté, il faut savoir qu'Amfort produit, depuis de nombreuses années des fiches emploi-formation dans le domaine sanitaire et social. Ces travaux, ils sont confiés par le conseil régional dans le cadre du schéma régional des formations sanitaires et sociales. Donc, on a une couverture métier qui va se réduire au secteur réglementé, paramédical et social. Donc, dans le domaine sanitaire, on a 13 des 17 formations du champ réglementé sanitaire. Ce sont des fiches qui se veulent synthétiques opérationnelles. Attention, elles n'ont pas vocation à être des fiches d'orientation infométier, hein. Ce sont bien des fiches liées à l'observation des données emploi-formation. Si vous cherchez des fiches emploi, euh, vous cherchez des fiches plutôt d'aide à l'orientation, il y a d'autres outils comme Cléor où vous allez pouvoir retrouver aussi des informations sur le portail de l'orientation Explore demain. Caroline vous en parlera à la fin du webinaire. Donc ces fiches emploi-formation, elles sont toutes construites de la même façon et elles vont capitaliser des éléments synthétiques de connaissance du métier. On a une partie description avec la définition du métier, la durée de la formation, les conditions d'accès. On a une cartographie de l'offre de formation avec la localisation des coordonnées avec la localisation des établissements ainsi que leurs coordonnées. Vous allez retrouver aussi des éléments sur les apprenants, les candidats, les admis, les effectifs, la part des femmes. Et ensuite, il y a 2 parties que je vais vous présenter, plus en détail. Une partie sur l'emploi et une partie sur, l'insertion professionnelle. Alors, sur la partie insertion professionnelle, il faut savoir que, en plus de faire ses fiches, Amfort mène chaque année, une enquête d'insertion à 6 mois sur tous les sortants, de formation sanitaire et sociale pour connaître leur devenir 6 mois après leur sortie de formation. Et puis pour le métier d'aide-soignant, j'ai demandé à ma collègue, on a eu 1100 enquêtés
en 2023, sortie de formation en 2023 et enquêté en 2024, et 430 répondants. Donc les données que je vais vous présenter, elles portent sur ces 430 répondants, sachant que ça nous fait un taux de réponse de 40%. Donc pour accéder à ces fiches, il faut aller sur le site d'Amphore, dans le volet secteur métier sanitaire et social. On a donc des fiches qui sont directement intégrées au sein du site, pardon. Vous allez donc avoir des fiches sur le secteur sanitaire et des fiches sur le secteur social. Donc, quand vous arrivez sur le site d'Amphore, secteur métier, santé sociale, et vous avez ici directement ces fiches. Donc ici, vous avez donc les fiches du secteur sanitaire, les fiches du secteur social. Il vous suffit de déplier finalement ces fiches en cliquant sur la petite flèche vers le bas et ensuite de choisir un métier. Et donc, je vais choisir aide-soignant. Sachant que le temps nous est compté, je ne vais pas balayer l'ensemble de la fiche. On a la description du métier, où se former. J'ai vu d'ailleurs ici qu'on avait la Croix-Rouge de Quetigny avec le site internet, le mail, etc., des éléments sur les apprenants. Et voilà. Ce qui nous intéresse un petit peu plus là, en données de cadrage, on va dire, ce sont des éléments sur l'emploi pour que vous puissiez avoir une connaissance un petit peu voilà, générale. C'est quoi le volume d'emploi des aides-soignants en Bourgogne-Franche-Comté? On en a un petit peu plus de 23 000 qui exercent ce métier en Bourgogne-Franche-Comté, qui résident en Bourgogne-Franche-Comté. Au niveau de la pyramide des âges, vous voyez que finalement, c'est un métier relativement jeune, puisqu'on a 11% des aides-soignants qui sont âgés de 55 à 59 ans et 2% de 60 à 64 ans, alors que tout secteur confondu, on en a 12% de 50 à 59 ans et 5% de 60 à 64 ans, et même un petit peu plus qui travaillent après. Donc finalement, on a une part des 55 ans et plus chez les aides-soignants de 13% contre 19% en moyenne. On a une évolution positive du nombre d'emplois, puisque entre les deux derniers recensements, on a eu une augmentation de plus 4,6% en 6 ans, alors que tout métier confondu, on a une évolution de 1,1%. Donc une évolution de ce métier plutôt à la hausse. Une part des femmes, comme vous le savez, qui est très importante, 93% de femmes contre 48% tout métier confondu. Et puis plutôt une activité donc salariée, et puis des personnes qui travaillent dans le secteur activité pour la santé humaine, 48%, et 44% hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement pour la plupart. Ensuite, l'administration publique, l'intérim. Et puis là, le problème hébergement-restauration, il ne faut pas regarder. Dans le recensement de la population, je rappelle, le recensement de la population, c'est une enquête sur 5 ans, hein, par échantillonnage. On a des données qui sont représentatives au-delà de 200, et il se peut qu'une ou deux personnes ou trois répondent mal, et voilà. Donc le dernier, il ne faut pas regarder. Autre élément qui nous paraissait intéressant à témoigner aujourd'hui, c'est au-delà du nombre d'actifs, vu qu'on va parler de la formation, c'est combien sont en emploi 6 mois après, est-ce que la formation fonctionne, etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est que déjà 95% des sortants de formation, parmi ceux qui ont répondu, ont travaillé dans les 3 mois qui suivent leur formation. On en a 90 qui sont en emploi 6 mois après, mais il se peut que ce soit voilà, une mission intérimaire qui vient de finir, ou un CDD, une transition. D'accord? Et on en a 97% qui exercent un emploi en lien avec la formation suivie. J'ai fait une formation d'aide-soignant, j'exerce le métier d'aide-soignant. Au niveau, je vais peut-être grossir un petit peu, je sais pas si. N'hésitez pas à m'interrompre parce que je ne vous vois pas le temps du partage. Au niveau de l'employeur, on en a 6 sur 10 qui travaillent dans un établissement public, contre un petit peu moins d'un quart dans un établissement privé, 10% dans une association et que 3% en intérim. On en a la moitié qui travaillent plutôt dans le domaine des personnes âgées, un quart
plutôt activités hospitalières et 10% sur les activités en relation avec les personnes en situation de handicap, 5% sur de l'aide à domicile. Et puis, en termes de contrat de travail, on en a 62% à 6 mois qui déclarent être en CDI. Je ne vous l'ai pas dit sur l'emploi, parce qu'effectivement, c'est une donnée qu'on n'a pas mise, mais qu'on devrait mettre. J'ai regardé au total sur toutes les personnes qui exercent un emploi d'aide-soignant en Bourgogne-Franche-Comté, on en a 84% qui sont en CDI. Donc, elles ne le sont pas forcément en entrée de carrière, en début de carrière, mais elles le sont après. On en a aussi 91% qui travaillent à temps plein dans les personnes interrogées à 6 mois, hein, et puis 92% qui travaillent en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà pour les petites données de cadrage. Et ce qui me semblait également intéressant de vous partager, ce sont les besoins de recrutement à travers 2 indicateurs pour être assez simple. Les besoins de recrutement liés à l'enquête besoins de main-d'œuvre de France Travail. Donc 3050 projets de recrutement sur l'année 2026, avec des difficultés de recrutement à hauteur de 62,6%, ce qui est quand même des difficultés plus importantes que tout métier confondu, puisque tout métier confondu, on est à 47,5%, me semble-t-il, avec donc une ventilation sans surprise. Le Doubs, la Saône-et-Loire et la Côte d'Or qui vont rassembler 730, 620 et 540 projets de recrutement, qui sont aussi des gros départements, avec une majoration des difficultés en Saône-et-Loire. Ici, avec 79%, donc près de 8 projets de recrutement sur 10 pour lesquels les établissements estiment qu'il va y avoir des difficultés de recrutement et des emplois très peu saisonniers globalement. Autre indicateur aussi qui témoigne des difficultés de recrutement, un indicateur de tension construit par France Travail et la DARES, un indicateur de tension synthétique qui estime une tension allant de 1 à 5, 1 métier pas du tout en tension, 5 métiers très fortement en tension. Vous voyez que depuis 2019, l'indicateur finalement est passé dans le rouge, a augmenté et aussi entre 4 et 5 et reste sur une phase haute. Donc, des besoins de recrutement, des tensions de recrutement et aussi finalement des enjeux de recrutement à travers l'accompagnement du vieillissement de la population. Parce qu'aujourd'hui, en Bourgogne-Franche-Comté, on est 2 800 000 habitants. Et les seniors, donc les plus de 65 ans, là, en termes d'habitants, on va prendre les 65 ans et plus, elles constituent une population de près de 675 000 individus, soit près d'un quart de la population totale. On est une des personnes les plus vieillissantes et les besoins d'accompagnement du vieillissement et de la dépendance sont donc présents. Et je vais vous présenter juste un petit graphique qui est assez phare finalement sur les projections de population faites par l'INSEE, avec une projection de population en bas 100. Ça veut dire qu'on débute là les projections de population, elles se font à partir de 2018. Je vous ai mis là les données qui débutent de 2020 et vous voyez la courbe d'évolution de la population en Bourgogne-Franche-Comté par tranche d'âge. Vous voyez finalement que les jeunes vont progressivement diminuer, le nombre de jeunes va progressivement diminuer, alors que les 75 ans et plus, eux, vont fortement augmenter d'ici 2050. Merci beaucoup Aurélie. Nathalie, je vais vous passer la parole et vous laisser nous présenter les formations, quelles que soient les modalités de formation. Donc, un zoom sur la formation d'aide-soignante. Donc, je représente Croix-Rouge Compétences avec ces 4 instituts. Donc, 2 dans le Jura avec Lons-le-Saunier et Champagnole, 1 sur Quetigny et puis donc un institut à Vesoul. Donc, ces 4 instituts proposent la formation d'aide-soignante. Donc, la formation d'aide-soignante, c'est l'accompagnement des personnes dans les activités de la vie quotidienne, l'évaluation de l'état clinique, puisque aujourd'hui on est sur un niveau 4. Depuis 2021, on a eu une évolution des référentiels avec un fort accent sur l'évaluation de l'état clinique, donc avec un niveau 4
Donc, niveau bac à l'issue de cette formation, puisque, j'ai envie de dire, le niveau d'exigence a évolué sur la capacité d'analyse des aides-soignants et d'évaluation des états cliniques. Donc, on est toujours évidemment sur l'assurance du confort, hein, du bien-être physique et psychologique des patients ou résidents pour les personnes qui vont être en EHPAD. Bon, comment on est organisé? Je vous l'ai dit, donc les 4 instituts. Le contenu de la formation, donc il y aura toutes les notions des pathologies courantes, hein, et il va sans dire qu'il faut être à même de connaître les pathologies prévalentes de la personne âgée, hein, puisque le référentiel est axé sur la personne âgée, pour être à même d'alerter en cas effectivement de signes cliniques, hein, en lien avec des pathologies et des compensations de pathologies. On a énormément de contenu aussi sur le raisonnement clinique, hein, et les capacités d'analyse demandées à l'aide-soignante, puisque même si on prend sur un EHPAD, en numérairement parlant, il y a plus d'aides-soignants que d'infirmiers, donc il est quand même attendu de l'aide-soignant qu'elle puisse avoir un raisonnement clinique, analyser une situation et alerter aux besoins. Tout ce qui est technique de communication, relation d'aide. Il y a 4 stages, hein, sur un parcours complet, et puis ils sortent avec l'attestation de gestion des soins d'urgence de niveau 2, hein, qui est la même attestation et la même gestion des soins d'urgence qu'un médecin ou qu'une infirmière. La durée de la formation, donc 12 mois en formation initiale ou formation continue et 18 mois en formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. On reviendra un petit peu après sur l'apprentissage et le contrat pro, un petit peu les différences et les prérequis. La rentrée, fin août 2026, mais réglementairement, aujourd'hui, donc nous faisons 2 rentrées. On fait toujours une rentrée fin août et on refait une rentrée fin février, début mars. Voilà, donc les prochaines, fin août 2026 et février ou mars 2027. Avec des quotas qui sont différents en termes de nombre. Il y a moins de place sur la rentrée de février-mars que sur la rentrée d'août. Les lieux, on les a vus tout à l'heure, Lons, Champagnole, Quetigny et Vesoul. Les débouchés, ça vient d'être expliqué, hein, dans les chiffres, hein, tous les établissements de santé, que ce soit des hôpitaux publics, privés, des cliniques, des EHPAD, les soins à domicile, le milieu du handicap et la psychiatrie. La sélection et les voies d'accès. Alors, en fait, il n'y a pas de condition de diplôme, hein. Je suis encore allée dans un lycée ce matin où on me demande est-ce qu'il faut le bac. Je leur dis quand vous êtes au lycée en terminale, ça serait bien d'avoir le bac, puisque le bac, c'est un bac. La formation d'aide-soignante vous amènera à un niveau 4, mais ne donnera jamais un bac, hein. Ça veut dire qu'après, pour reprendre une formation nécessitant le bac, aujourd'hui, il faut faire des validations d'acquis pour avoir ce bac. Donc, voilà, celles qui sont en bac, je leur conseille fortement d'avoir le bac, mais pour autant, elle est accessible sans condition de diplôme. Et ça, c'est vraiment le message que je porte, par exemple, quand je fais des ateliers avec France Travail sur de la reconversion. Des gens qui n'ont pas de bac peuvent tout à fait accéder à la formation d'aide-soignante. C'est par contre avoir au moins 17 ans à l'entrée en formation. Donc ça, c'est incontournable. Si vous avez 17 ans moins un jour, le jour de la rentrée, ça nous est déjà arrivé, on ne peut pas rentrer, il faut attendre la rentrée suivante. Un niveau de B2 en français, hein, puisqu'on maintenant on est sur un niveau bac et comme je l'ai expliqué avant, il y a quand même beaucoup de travail d'analyse, un niveau aussi d'exigence, hein, qui a été accru avec le référentiel 2021. Le niveau de B2 est incontournable pour être à même de comprendre le français, mais de l'écrire aussi, puisque dans le métier, il faut quand même transmettre beaucoup de choses à l'écrit. Et puis avoir des vaccinations à jour et conformes à la réglementation. On peut donc accéder à la formation d'aide-soignante par la formation initiale, c'est-à-dire si vous êtes sans rupture de scolarité. Les demandeurs d'emploi, voilà, c'est aussi possible d'avoir accès à cette formation et on va être sur 12 mois en cursus complet. Ensuite, on a la formation professionnelle continue, ce qu'on appelle, nous, la montée en compétences, c'est-à-dire vous êtes employeur, vous avez une ASH faisant fonction, vous voulez la monter en compétences sur aide-soignant, vous l'envoyez en formation professionnelle continue. Donc là, idem, 12 mois en cursus complet. Et puis enfin, on a la formation en apprentissage et le contrat de professionnalisation. Je crois même que maintenant, on est sur 16 mois en cursus complet. Et puis, par exemple, avec un bac à SSP, on va être sur 12 mois de formation.
Donc, il y aura une ou deux diapos là sur l'apprentissage et le contrat de professionnalisation pour savoir qui rentre dans quelle case en termes de formation, apprentissage ou contrat pro. Je vous disais tout de suite que les parcours, voilà, on va être sur 12 mois max ou 16 mois maximum. Pourquoi? Parce que si vous êtes en parcours complet, donc à droite de la diapositive, vous faites la formation soit en 12 mois sans employeur ou soit en 16 mois avec un employeur. Par contre, toutes les personnes qui ont un diplôme dans la liste de la gauche de cette diapo, vous avez donc un parcours allégé ou avec des dispenses. Donc, en fait, vous allez faire un parcours qu'on appelle partiel, qui va être moins long, qui peut aller jusqu'à, en formation initiale, les ASSP, elles font en gros 6 mois de formation. Voilà, elles ont moins de stages, moins de cours, de par le bac qu'elles ont en poche, et du coup, ça leur donne droit à des dispenses ou des allègements selon le diplôme ou le titre obtenu. Donc, voilà, une formation qui peut être pour les bacs pro en 6 mois, vous avez un professionnel derrière. Alors, le cursus classique, ce qu'on appelle le classique, c'est-à-dire formation initiale ou continue, alternance, cours, stage. On n'a pas d'employeur, puisqu'on n'est pas sur la formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. On va faire une alternance cours-stage, que vous soyez sans rupture de scolarité ou que vous soyez envoyé en formation par l'employeur en montée en compétences. Quand on accède à tout ça, il y a un concours d'entrée. Le concours d'entrée, donc il faut le dossier d'inscription à la sélection. On est toujours en cours de sélection. Vous remplissez, vous ramenez le dossier complet avec toutes les pièces demandées. Vous êtes ensuite convoqué à une épreuve de sélection, c'est un entretien. Ensuite, les résultats. Et enfin, l'admission quand vous avez et le concours et le financement, etc. Concernant les financements, on peut avoir un financement employeur, on peut avoir un financement conseil régional plus ou moins en lien avec France Travail, sur donc le conseil régional qui prend en charge la formation, France Travail qui peut prendre en charge des indemnités et des rémunérations chômage. Attention, mais ça, le conseil régional pourra faire une parenthèse là-dessus. Attention aux titulaires du diplôme d'ADVF, d'assistant de vie aux familles, puisqu'il n'y a pas de conseil régional sur la formation, il n'y a pas de financement conseil régional sur la formation d'aide-soignant quand vous êtes titulaire du diplôme d'ADVF. Et puis, il y a aussi l'autofinancement, plus ou moins CPF, compte personnel de formation. La formation en apprentissage. Alors, qui peut être formé en tant qu'apprenti? Toutes personnes qui ont entre 17 et 29 ans. C'est-à-dire si vous avez 29 ans, si vous avez 30 ans le lendemain de la signature du contrat d'apprentissage, c'est bon. Donc, entre 17 et 29 ans, vous pouvez prétendre à un contrat d'apprentissage. Il existe aussi, vous pouvez aussi signer un contrat d'apprentissage si vous êtes reconnu travailleur handicapé. Alors, c'est un peu plus compliqué dans nos métiers parce qu'effectivement, ça va un peu dépendre des pathologies. Effectivement, quelqu'un qui va avoir une RQTH en lien avec des dorsalgies, etc., ça paraît peu pertinent de rentrer sur une formation d'aide-soignant. Mais bon, voilà. En tout cas, le RQTH peut rentrer en formation par apprentissage ou le sportif de haut niveau. Donc, toutes ces personnes, en général, c'est des moins de 30 ans qui rentrent en apprentissage. Donc, l'apprentissage, je pense que tout le monde est à peu près informé, c'est un contrat de travail. On peut démarrer 3 mois avant l'entrée en formation, jusqu'à 3 mois après la formation. L'apprenti est salarié de la structure. Il n'est pas comptabilisé dans les effectifs métiers puisqu'il est là pour apprendre, donc il est là en plus. Puis en plus, il n'est pas toujours chez l'employeur. Il a des périodes où il va être en cours, en CFA, et puis il va devoir au moins aller faire un stage en dehors de l'employeur pour découvrir quand même, et puis pour faire valider ses compétences ailleurs que chez l'employeur. Bon, l'apprenti, comme partout, j'ai envie de dire, on est obligé de le mettre, mais qu'il soit apprenti ou qu'il soit élève ou autre étudiant, pour moi, ça me paraît logique qu'il ait un comportement compatible avec les exigences du métier, qu'il soit volontaire, impliqué dans sa formation, que ce soit chez l'employeur, en stage ou en cours, assidu en cours, en stage, aux examens, et prévenir de toute absence l'employeur et le CFA. C'est vrai que ça paraît un peu logique, mais on est quand même obligé de toujours leur préciser, malheureusement.
L'employeur, quant à lui, va s'engager, lui donner les moyens d'avoir une formation progressive. Il est bien entendu que l'employeur ne va pas attendre au premier jour un apprenti qui sait tout faire. Il devra nommer un maître d'apprentissage. En principe, le maître d'apprentissage doit avoir une formation de maître d'apprentissage. Donc, on propose aussi ces formations, la formation de maître d'apprentissage. Normalement, c'est une exigence réglementaire que les employeurs qui recrutent des apprentis aient un maître d'apprentissage formé. Il doit permettre à l'apprenti de réaliser des stages à l'extérieur, je vous le disais, de manière à pouvoir aller vérifier un petit peu les compétences aussi en dehors de chez l'employeur. Prendre en compte le statut particulier, c'est pas facile d'être apprenti parce que c'est à la fois élève, à la fois salarié, à la fois en formation. Voilà, donc il faut quand même prendre en compte ce statut et bien entendu respecter l'ensemble de la législation relative au droit du travail, c'est-à-dire que quand l'apprenti est en cours du lundi au vendredi, il aura fait ses 35 heures, il ne va pas travailler le week-end. Quelles sont les étapes pour entrer en apprentissage? Alors, la plus grosse étape, c'est de trouver un employeur. Voilà, donc une fois que l'apprenti va retrouver son employeur, on va établir les CERFA et puis ensuite, il est admis. Voilà, il aura juste un point avec ce qu'on appelle un entretien, mais j'aime pas dire entretien parce que les candidats pensent que c'est une sélection. Non, ce n'est pas une sélection. La sélection, elle est faite par l'employeur, mais le directeur d'établissement ou son représentant de CFA doit recevoir et faire un point avec l'apprenti. C'est réglementaire, voilà, ça n'a pas voie de sélection, mais ça doit être fait. Et puis ensuite, effectivement, l'admission. Et le financement, c'est l'employeur. Donc, l'employeur va financer la formation et va rémunérer l'apprenti. L'apprentissage, pour l'apprenti, voilà, c'est des frais de formation pris en charge par l'employeur. C'est une rému mensuelle. Donc, ça a été très salvateur puisque quand on ne proposait pas ces formations-là en apprentissage, on avait quand même des élèves qui étaient en cours la semaine, qui travaillaient le week-end, certains qui dormaient dans leur voiture, certains qui avaient besoin d'aide alimentaire. Donc, l'apprentissage a été salvateur et a permis aux jeunes de pouvoir faire une formation et en se consacrant à cette formation et sans avoir de problématiques financières. Pas de problématiques, c'est un grand mot, mais moins de problématiques financières. L'apprentissage, c'est l'accès aux droits du salarié en entreprise. Donc, comme tout salarié, selon son entreprise, il pourra avoir la couverture sociale, le CE, etc. C'est une aide à la professionnalisation parce que vous êtes chez votre employeur, vous faites partie d'une équipe. Vous êtes opérationnel à la diplomation. Si vous restez chez l'employeur, j'ai envie de dire, vous avez fait déjà plein de périodes d'employeur pendant toute l'année de formation, donc vous êtes déjà intégré donc, à la diplomation. Ça y est, vous pouvez être dans le grand bain dès le lendemain. Ils ont une carte d'étudiant des métiers, donc ils jouent un peu sur les deux tableaux. Ils ont à la fois les avantages des étudiants, à la fois les avantages des salariés. Et il y a des aides aussi, permis B, premier équipement informatique et mobilité pour les villes qui ont des transports en commun. Je crois que l'aide au permis a été supprimée pour les apprentis. Ah, alors c'est possible. Il faut que je revoie ça. L'alternance de l'apprentissage, c'est juste pour faire un point pour dire qu'on n'est pas forcément sur la même alternance que d'autres formations, c'est-à-dire on voit des apprentis qui font 2 jours à l'école, 3 jours chez l'employeur, etc. Non, là on est vraiment sur des périodes, c'est-à-dire des périodes de cours où là on va emmagasiner des données théoriques et puis des périodes de stage et des périodes employeurs. Les périodes de stage ou les périodes d'employeur se font par plusieurs semaines à la fois parce qu'on estime que pour construire une compétence, il faut quand même être en situation pendant plusieurs semaines. Voilà, c'est juste pour faire la parenthèse qu'on n'est pas forcément comme d'autres formations où c'est beaucoup plus haché. Donc ça, c'était le CFA, donc le contrat d'apprentissage. Maintenant, on propose aussi le contrat de professionnalisation. Donc souvent, on va être sur des demandeurs d'emploi de plus de 30 ans. Voilà, c'est un peu le profil qu'on a, puisque moins de 30 ans, de toute manière, les employeurs, ils vont plutôt sur le CFA, parce qu'ils ont peut-être plus d'aide. Donc en général, plus de 30 ans, s'ils sont demandeurs d'emploi, on peut aller sur le contrat de professionnalisation. C'est la même démarche que pour l'apprenti, sauf qu'en plus, ils doivent passer la sélection. C'est-à-dire qu'ils ont un peu la double peine. Ils doivent passer l'entretien de sélection à l'école et en plus chercher un apprenti et se faire recruter par un employeur. Donc voilà, ils ont un peu la double peine. On a des contrats CDD ou CDI qui sont possibles.
Mais ça permet, pour ces 30 ans ou plus, d'avoir un financement, notamment pour notre public, par exemple, qui a passé déjà un diplôme d'ADVF, qui ne peut pas, à ma connaissance, avoir un financement conseil régional. On va les orienter, s'ils ont plus de 30 ans, sur un contrat de professionnalisation. Et on est sur la même alternance que l'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils ont des périodes de cours, des périodes de stage, des périodes employeurs. C'était une synthèse de la durée et des financements en classique, donc initial ou continu, en apprentissage et en contrat de professionnalisation. Donc, on a une différence de durée. Formation classique, elle va être plus courte. Pourquoi? Parce qu'on alterne cours-stage, alors qu'en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, on alterne cours, stage, employeur. On a quand même un domaine en plus, donc la formation dure plus longtemps. On est sur des maximums, puisque selon les profils, je vous ai dit qu'on peut avoir des formations raccourcies. Les financements, voilà, France Travail, CPF, conseil régional sur du classique, alors qu'on va être employeur sur l'apprentissage, employeur sur le contrat pro. La rému, les indemnités, donc France Travail s'il y a des droits au chômage. Apprentissage et professionnalisation, on va avoir la rémunération employeur en pourcentage du SMIC. Et les prérequis, en classique ou en continu, avoir plus de 17 ans, passer la sélection, vaccination réglementaire, niveau de langue B2, et en apprentissage, apprentissage, avoir moins de 30 ans ou reconnu RQTH ou sportif de haut niveau, et puis les contrats de professionnalisation, être demandeur d'emploi et la sélection. Merci. Avant de passer la parole à Roxane, moi j'avais une question. Ouais. J'ai toujours trouvé l'alternance super intéressante, que ce soit en apprentissage ou en contrat de pro. Moi, c'est pour trouver l'employeur, en fait. Est-ce que vous-même, en tant qu'organisme de formation, vous avez un pool d'employeurs Oui, alors on a un pool d'employeurs. C'est vrai que déjà, on a la liste de ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous. Et depuis ce week-end, donc ce week-end, Profil Link, et je vois que le CHJS, donc l'hôpital, recrute des apprentis aides-soignants, Lons, Champagnole, Orgelet, Saint-Julien. Et c'est une excellente nouvelle. Donc sur les EHPAD du CHJS. On a notamment des EHPAD qui recherchent des apprentis. Et on a aussi le secteur quand même Morée, etc., où c'est plus, malheureusement, eux sont tout le temps à la recherche d'un apprenti tous les ans. Et c'est un petit peu compliqué pour nous. Il faut vraiment qu'on trouve le jeune du secteur qui va vouloir aller en apprentissage à Morée. Il faut savoir que ce soit sur la formation aide-soignante ou même infirmière, on a une problématique de permis. Puis quand on a le permis, on a la problématique de voiture. Donc la mobilité aujourd'hui est un énorme souci. Alors on travaille, on a accès aux données de l'ARS puisqu'ils avaient fait une plateforme pour les hébergements de nos apprenants. Donc ça, c'était une bonne chose. Et quand je rencontre les structures, je leur dis, si vous êtes dans les années à venir sur un plan architectural, prévoyez une chambre, quelque chose pour accueillir, que ce soit un stagiaire, que ce soit ou un alternant, etc. Ça, c'est important aussi aujourd'hui. Je vais passer la parole à Roxane, qui va nous présenter les financements régionaux, pas que les financements, et aussi les règles de possibilité d'y avoir accès ou pas. Exactement, merci. Donc effectivement, je vais vous présenter les financements possibles pour la formation d'aide-soignante, de niveau 4 effectivement. Ce dispositif est également ouvert pour les formations de niveau 3, ambulancier et accompagnant éducatif et social, et niveau 4, auxiliaire de puère. Donc la région assure les financements du coût de la formation pour les demandeurs d'emploi et les apprenants en formation initiale. Donc la formation initiale, c'est la continuité de scolarité. Et vous n'avez pas de dossier à faire, le financement se fait automatiquement. Alors que pour les demandeurs d'emploi, donc qu'ils soient inscrits à France Travail, indemnisés ou non, là, il y a effectivement des critères de financement. Donc le candidat devra transmettre une demande de financement auprès du conseil régional.
Donc, je fais un rappel sur les différentes possibilités de financement de cette formation. Donc, vous avez l'employeur, les projets de transition professionnelle, l'alternance qui a été effectivement présentée juste avant, la formation initiale. Donc là, je ne reviens pas dessus étant donné que c'est un financement automatique dès l'instant où la sélection est validée. Et ensuite, vous avez pour les demandeurs d'emploi, donc le conseil régional, le focus que je vais vous faire. Et pour les personnes donc, qui auraient un rejet de financement, les candidats demandeurs d'emploi pourront également mobiliser leur compte personnel de formation, autonome ou avec un abondement de France Travail si cela est possible. Et en dernier recours, faire une demande auprès de leur conseiller France Travail pour une aide individuelle à la formation. Donc, l'ordre est bien à respecter. D'abord, conseil régional. Et ensuite, s'il y a un rejet du conseil régional, on va essayer de chercher d'autres solutions. Sur les critères d'éligibilité, donc là, on parle bien de la formation aide-soignante, mais également auxiliaire de puère, ambulancier, pardon. Donc, en parcours complet et en partiel. Donc, sur les parcours partiels, la région n'intervient uniquement sur les titulaires des bacs pro, SAPAT et ASSP et sur les CAP AEPE pour la formation d'auxiliaire de puère. Donc, il faut être inscrit dans un institut situé en Bourgogne-Franche-Comté, donc qui est agréé, autorisé par la région. Être bien sûr inscrit à France Travail avant l'entrée en formation. Ne pas avoir obtenu de qualification professionnelle dans les 2 ans avant l'entrée en formation. Donc, sauf pour les bacs pro, SSP et SAPAT, vu que c'est ce qui permet d'intégrer un cursus partiel. Et enfin, ne pas être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical ou secteur social. Donc, il y a des listes qui sont disponibles. Sur les critères d'exclusion, donc on exclut les personnes donc fonctionnaires, salariés, quelle que soit leur position statutaire, les personnes qui reçoivent une allocation versée par un centre hospitalier ou un employeur, les démissionnaires d'un contrat donc CDI dans les 4 mois avant l'entrée en formation, que ce soit un CDI à temps plein ou partiel. Les personnes en congé parental sont également exclues et les titulaires des bacs pro SAPAT à SSP ou CAP AEPE qui souhaiteraient intégrer un parcours complet. Les référentiels prévoient des allègements de formation en cursus partiel, donc on ne financera pas un parcours complet pour des personnes titulaires de ces bacs pro. Et enfin, on ne finance pas les cursus passerelles et les cursus VAE. La procédure, donc là, la date, effectivement, c'était l'année dernière, elle n'est pas encore fixée pour la rentrée de 2026, mais en général, donc les candidats passent la sélection. Une fois que les réponses sont transmises aux candidats par les instituts, ils doivent envoyer la demande de financement qui est transmise par l'institut de formation et qui est en ligne également sur le site internet du conseil régional. Donc, les instituts transmettent la liste des personnes qui ont réussi la sélection et on croise les listes transmises par les instituts avec les demandes de financement des candidats. Plus vite les candidats envoient leur dossier, effectivement, plus vite la région pourra instruire la demande et on pourra, en cas de rejet de financement, être dans les délais pour que les candidats puissent mobiliser d'autres financements et notamment le compte personnel de formation. Et donc là, après, je passe sur les détails, c'est technique sur les instituts et les conseillers France Travail inscrivent les candidats et il y a un système de validation dès que le financement est validé. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on laisse à la charge des candidats demandeurs d'emploi une participation à hauteur de 184 € automatiquement. Moi, j'ai fini sur la présentation. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et je vous remercie Merci. beaucoup, Roxane. Merci à vous. Comme l'a évoqué Aurélie en début de webinaire, vous indiquez des ressources qui sont aussi à votre disposition. Mes collègues et tu me complètes Aurélie si je dis n'importe quoi, mes collègues sur Explore Demain réalisent des zooms, donc font des focus sur des secteurs, des métiers, etc. Et là, le dernier tout chaud, tout frais, c'est sur les métiers du soin. Et comme disait Aurélie, il y en aura d'autres à venir sur ces questions-là. Donc, avec des témoignages, un classement des métiers qui continuent
recruter en Bourgogne-Franche-Comté. Comme je vous le disais, des témoignages, là, c'est métier de sage-femme. Mais bref, vous avez de la ressource, des liens aussi sur l'éligibilité pour la bourse du conseil régional, les cartes de formation sanitaire et sociale, des quiz pour savoir si on est fait pour ce métier, parce que c'est quand même important. C'est pas un métier anodin, c'est quand même un métier, du soin et d'aller vers l'autre. Donc je vous invite à aller voir, les diplômes, après la troisième et après le bac, ce qui vous ramène vers les guides d'orientation post-bac et post-troisième et aussi un lien vers, les offres d'emploi, de France Travail, dédiées, au métier du sanitaire et social. Première ressource. Deuxième ressource qui est vas-y, dis. Bah, en fait, la deuxième ressource, si tu scrolles vers le bas, Ouais, la carte des formations sanitaires et sociales en c'est celle-là, Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'est ça. c'est C'est juste celle-là. pour dire qu'à travers, finalement, ça, on aura aussi. On tombera sur, ben, justement, autant la Croix-Rouge est un organisme de formation, il y a d'autres organismes de formation sur l'ensemble du territoire, Bourgogne-Franche-Comté et vous pouvez, les retrouver tant sur, la fiche que vous a présentée Aurélie, sur le sanitaire et social sur les lieux de formation, que sur cette carte, qui vous indique, bah, les différentes, structures, qui forment, au métier du sanitaire et social en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, Donc, vas-y, dis, pendant que juste je mets les peut-être liens. cette carte, elle avait vocation à intégrer, enfin voilà, à être, un outil d'aide à l'orientation avec aussi une présentation des établissements. À terme, l'ensemble des établissements, qui hébergent des formations sanitaires et sociales auront une petite vidéo, heu, proposée par, les L'établi élèves aussi pour présenter les établissements et cetera. Voilà, on est sur, hem, une carte, plutôt qui a vocation à informer, orienter, les personnes, alors que nos fiches, comme je le rappelle, celles que j'ai présentées, elles ont plus vocation à être des fiches emploi-formation, d'information, d'observation, mais pas des fiches d'aide à l'orientation. Néanmoins, il y a des informations et des ressources utiles, voilà. qui aide aussi à l'orientation. Merci beaucoup Aurélie. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle que Amphor a mis en place des open badge qui sont derrière une magnifique façade et un très joli dessin réalisé par un de mes collègues, un outil qui sert à montrer votre intérêt pour les secteurs et les métiers. Et vous pouvez, quand vous assistez à 2 webinaires secteur métier, faire cette demande et vous pourrez obtenir, votre open badge, qui, montrera votre intérêt pour, les secteurs et les métiers. Voilà, merci. Je vous souhaite à toutes et tous, une très bonne journée et nous nous retrouverons pour un sujet encore complètement différent le mois prochain, le 16, juin, sur, les métiers, du transport. On est sur une thématique pour juin et septembre sur entreposage, transport et voilà, sur la logistique. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et bon début de semaine. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à Merci, au tous. revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, bonjour, merci, d'être là aujourd'hui pour cette interview et nous parler, ben, de votre métier d'aide-soignante. Je vous laisse vous présenter, qui êtes-vous? Donc, je suis Nathalie Lapérouza, donc je suis aide-soignante diplômée aide-soignante depuis 2013. Je travaille pour un SIAD, ADMR, mais ça fait 21 ans que je travaille pour eux. Donc, ça a été une reconversion il y a 21 ans. Avant, j'étais manager dans la grande distribution en produits frais parce que j'ai un bac +2 de l'ENIL de Poligny. Voilà. Et puis après, voilà, j'ai eu envie de changer. Je connaissais la présidente d'une ADMR qui m'a dit que j'étais faite pour ce métier. Je me suis lancée en simple AD. Au bout de 2 ans, j'ai passé la VAE d'auxiliaire de vie sociale. Et après, ça a dû faire 3 ans, oui, dès que j'ai pu, l'ADMR m'a financé en modulaire, hein, parce que j'avais l'auxiliaire de vie sociale, a financé mon diplôme d'aide-soignante. Donc, c'est-à-dire que pendant une année, j'étais tantôt en stage, tantôt au boulot et tantôt à l'école. Voilà. Ah oui, Ça a c'est exigeant. été, ça a Ça a été été très, très intensif quand même. Voilà.
Voilà et Bah, puis, du coup depuis, voilà donc depuis, 2013, je travaille pour le SIAD des Lacs. Voilà, puis j'adore mon métier, voilà et mais du j'ai coup, c'est d'autres étiquettes aussi parce que je suis, depuis, j'ai eu une formation d'ASG, assistante de soins en gérontologie, voilà, qui a été aussi financée par, mon employeur et j'anime en plus de mon métier d'aide-soignante, j'anime des ateliers de nutrition et des ateliers mémoire. ah oui, c'est très complet. Voilà, Donc voilà, en gros, voilà. Voilà et je suis tuteur des stagiaires au niveau de ma structure, voilà. du coup, le public dont vous vous occupez, c'est plutôt des personnes âgées? Voilà, c'est des personnes âgées à domicile qu'on essaye de maintenir le plus longtemps possible dans leur domicile. Du coup, vous m'avez dit comment vous aviez découvert ce métier, mais aussi comment vous avez passé, votre DAES Oui. sur une année. On vous a dit que c'était un métier qui était fait pour vous, mais vous, concrètement, qu'est-ce il n'y a pas que ça qui vous a donné envie de vous orienter vers ce métier-là? Ça vous est venu comment? Bah, comment ça m'est venu? Je pourrais pas vraiment le dire. En gros, voilà, j'en avais marre de mon métier d'origine en tant que manager, hein, parce que c'est pas évident, surtout dans la grande distribution. J'en avais tellement marre. Puis je connaissais voilà, la bénévole, je connaissais aussi une assistante sociale parce qu'ils venaient de s'occuper au niveau de ma grand-mère et qui m'ont dit: «Bah si, tu ferais bien, on te voit bien dans ce métier». Donc, j'ai dit: «Bah, on va essayer». Après, quand j'en ai parlé à mes parents, surtout mon père, il m'a regardé, il m'a dit: «Tu es sûr?» Bah, j'ai dit: «J'essaye, après qu'est-ce que je perds? Je perds rien». Même la bénévole, enfin la présidente m'a dit: «En tous les cas, au niveau hygiène, heu, tu as déjà la formation». Parce que je sors, de Mmh. l'agroalimentaire. Donc en gros, on va mettre ça entre parenthèses, elle me dit: «Il y a juste le produit qui change». Voilà. C'était voilà et puis, après j'ai fait voilà, après ça m'a intéressée et j'ai continué dans cette voie qu'il me reste 7 ans à faire, que je vais continuer, dans cette voie-là. Et entre ce que vous imaginiez du métier, ce que vous aviez vu, parce que c'était une association qui s'occupait aussi de votre grand-mère, est-ce que vous voyez vraiment des différences avec ce que vous vivez au quotidien ou c'était vraiment la représentation que vous aviez? Non, moi, c'est la représentation que j'avais du métier. Je n'ai pas du tout été, du tout étonnée. Moi, je j'aurais jamais pu travailler en EHPAD parce que moi, je suis quelqu'un de très indépendante. Le service, enfin, comme là, au niveau de mon emploi, le service de soins à domicile me convient très bien parce que je suis très autonome, voilà, je suis autonome, je vois une fois par semaine l'équipe, ça me suffit amplement. Voilà, je suis quelqu'un qui et puis, j'adore conduire, hein, parce que service de soins à domicile, il faut aimer conduire, hein, c'est vraiment primordial et puis être très autonome. Voilà, c'est ça. De pas paniquer, d'être très calme et très autonome et aussi d'avoir aussi un peu ce feeling, parce qu'on rentre chez les gens, donc c'est à nous de nous adapter. C'est pas comme en EHPAD où c'est les gens où c'est les patients qui vont s'adapter à nous, que là, c'est tout à fait le contraire et moi ça me plaît beaucoup. Et enfin, ma question, correspond un peu avec ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous professionnellement et humainement? Professionnellement, ben, Un ce que je épanouissement pourrais peut-être ou une un réalisation? épanouissement, mais qui arrive un petit peu en fin de course. C'est pour ça que j'ai plein d'autres étiquettes, hein, comme je vous ai dit, nutrition, voilà, des ambassadeurs déjà en plus, parce que j'avais l'impression de faire un petit peu, j'ai fait le tour de mon métier, on va dire et moi, je suis quelqu'un qui est obligé de faire d'autres choses. Donc voilà, un peu toutes les étiquettes que j'ai à côté, ça va me permettre de tenir les 7 ans qui me restent. Bah, vous avez aussi enfin, moi, ce que je comprends dans ce que vous dites, vous avez beaucoup de contacts tant avec Ouais. les stagiaires que vous, Mmh mh. guidez, que vous accompagnez, qu'avec les personnes, que vous aidez au maintien, Mmh. à domicile. Enfin, Oui. Moi, je plus m'épanouis, voilà. Mmh. plus tout ce que vous avez, les formations complémentaires qui sont, ben,
complémentaire, là, pour le coup, dans tous les Oui. sens du terme. Après, Tu je dis franchement, c'est peut-être pas un métier que j'aurais fait à 20 ans. ça rejoint une de mes questions, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui voudrait dire, «Moi j'adore les gens, être soignante», enfin, vous nous dites, que c'est pas un métier, nécessairement facile, ce que Oui. j'entends, c'est qu'il faut quand même une certaine maturité aussi. Oui. Mmh. Mais du coup, quand vous dites, vous me dites, «Je me serais peut-être pas lancée à 20 ans» et quel conseil vous donneriez à une jeune personne qui voudrait se lancer Après, dans ce une métier? jeune personne a le domicile, enfin moi je parle du domicile parce que je fais du domicile. Je le conseille pas. Après, il y en a que c'est inné. On voit dans les stagiaires, à se dire, elles vont aimer, elles vont. Il y en a d'autres qu'il faut faut qu'ils aient un cadre. Voilà. Après, tout dépend de la personnalité de la personne. Voilà. Après, il faut aussi se dire que moi, à l'époque, si à mes 20 ans, c'était pas un métier que je pensais déjà, parce qu'il était peut-être moins mis en avant, ou je sais pas. C'était un domaine où je m'étais pas du tout intéressée au niveau de ma formation. Mais quelqu'un qui veut se lancer, je l'encourage, hein, parce que sinon je serais pas ambassadeur. Après, il y a des contraintes, comme tous les métiers, qui sont pas des moindres. Et il faut bien en prendre conscience. Mais s'ils ont vraiment la vocation et qu'ils aiment le contact, c'est quand même 80% de notre métier, c'est de la personne âgée. Hein. Faut se dire qu'à 20 ans, de voir comment on va finir à 80 ans, ça peut être dur moralement. Hein. Parce qu'il y a très peu de postes, comme je dis, très peu de postes qui sont pas de la personne âgée. Voilà, après, j'encourage toujours hein, mes stagiaires, mais voilà, quand je les vois vraiment motivés, d'aller dans cette branche, parce que ça nous apporte plein de choses au niveau humainement, même au niveau du soin. Nous, on a encore de la chance à domicile, on prend le temps vers la personne. Je les encourage à faire du domicile, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous met en valeur, qu'on n'a pas trop la pression, pour l'instant, par rapport à une EHPAD. Il faut savoir, voilà, c'est Vous me parliez des contraintes, du coup, vous parliez de quel type de contraintes? ben, déjà un week-end, les week-ends, un week-end sur deux, c'est pas moindre. Oui. Du coupé, hein, moi je parle, voilà, au niveau de chez nous. De voir aussi les contraintes, c'est d'avoir quand même un caractère, de faire la part des choses quand on est au travail, mais pas emmener notre travail chez nous. C'est-à-dire qu'il faut bien faire cette coupure, être à l'aise face à la fin de vie aussi. C'est pas évident. Mais ça, tout s'apprend en pratiquant, comme je dis, où on va se forger. On va, même en se forgeant, comme moi je dis toujours, des fois, pourtant voilà, j'ai quand même déjà un petit peu des années, certains patients, où quand je sors du patient, je me dis, je rentre dans le tunnel, je sais quand il va partir, ça va être douloureux pour moi. Mais une fois Oui, que il je y suis a rentrée dans le tunnel, j'ai pas le choix. Enfin, c'est comme ça, il faut que je laisse aller les choses. Mais c'est de moins en moins souvent, hein, parce que bon voilà, il y a la. Mais c'est ça qui est très, qui pour notre équilibre peut être très déstabilisant. Mm. ouais, s'il y a un attachement qui se fait et derrière une perte, oui, c'est pas Mais facile, automatiquement, parce qu'on est des humains, on a des humains devant nous, on est des humains, enfin je veux dire, et ces humains reflètent aussi un petit peu, qui peut refléter notre grand-mère, notre famille, voilà, après, c'est, ça peut être compliqué, mais ça se travaille, hein, ça se travaille. et puis comme vous disiez, les grands moments aussi, enfin les grands moments, les moments qu'on peut partager avec des personnes, qui mine de Ils rien ont, ont du vécu. Voilà, ils ont un vécu qui est, enfin, qu'on pourrait faire des livres, parce que ça se perd. Enfin, on a quand même une population qui ont vécu des choses qui ont été dramatiques, enfin, au niveau de l'après-guerre, au niveau de tout ça, et ça va se perdre, voilà. Et d'avoir cette mémoire, c'est important voilà. Et même être aide-soignante, c'est d'avoir une culture générale importante, parce que on a différents publics, enfin publics patients, qui ont différentes histoires, qui ont différentes histoires. Il faut aussi qu'on ait un peu pour qu'on comprenne que donc il faut avoir une culture générale qui est importante.
C'est pas un métier d'aide-soignante, c'est pas laver des fesses des personnes. C'est vraiment un ensemble. On accompagne. Voilà. Oui, ça se limite pas qu'aux soins, il y a Aux vraiment, soins, il y a un tout échange, il y a un avec les échange personnes. et c'est pour ça qu'il faut avoir de la connaissance générale. Enfin, c'est important. C'est important d'avoir. Vous avez des personnes qui vont vous parler d'actualité. Si vous écoutez pas d'actualité, ben, vous allez vite être mis contre un mur. Et puis aussi bien se rappeler ce que nous disent les gens. Aussi, c'est ça, il faut avoir de la mémoire. Parce que rien que de le faire, de revenir 2, 3 jours après, parce que nous, on tourne hein, sur tous les patients, mais de revenir 2, 3 jours après, puis de lui dire, ah, bah alors votre petit-fils, il a eu son bac, c'est anodin. Mais pour eux, c'est important. C'est-à-dire qu'on a entendu ce qu'ils ont dit et on va leur demander la réponse. Donc, c'est important pour eux. Mm. C'est de les mettre en confiance. Du coup, vous diriez quoi, pas forcément à quelqu'un de jeune, mais quelqu'un qui voudrait se lancer, même en reconversion comme vous l'avez fait vous-même? Bah, Allez-y, faut- c'est trop bien. bah oui, voilà, c'est ça, c'est superbe. Voilà, faut pas. Voilà, après, il y a ce contact, il y a tout, mais il y a aussi, voilà, comme je dis toujours, que ça soit n'importe quel métier, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais il faut pas toujours mettre les inconvénients au-delà des avantages. Parce que même si il y a toujours, si on va dans ce métier, c'est qu'on ressent le besoin aussi d'aller dans ce métier. Hein, c'est comme on a besoin de. Je devrais pas dire ça comme ça, parce qu'on devrait faire professionnellement, voilà, mais on s'attache à tout et on a besoin aussi d'apporter du bien-être. Mais c'est pas tout le monde qui pourrait faire ce métier non plus. Enfin, si on n'est Ah pas dans non, c'est pas tout l'humain le et qu'on monde, n'est pas hein. dans le contact, Voilà, si on n'est pas dans le contact, on va pas faire ce métier-là, hein. Si on n'aime pas faire des toilettes, de voir quelqu'un de nu, bah faut pas faire ce métier-là non plus. Parce que ben voilà, on est confronté sur la souffrance des gens aussi, hein. C'est voilà, comme c'est tout un ensemble, hein. C'est ouais, ce qui peut être violent parfois, d'être confronté à ça et comme vous le disiez, voilà. c'est notre propre finitude, qui nous apparaît, quand on regarde quelqu'un de 80 ans ou de 90 ans, Voilà, et puis pas porter de jugement, parce qu'on ne connaît pas leurs histoires de vie en totalité. C'est pas de porter de jugement. Un truc tout bête, pourquoi la fille ne prend jamais de nouvelles de sa maman? On ne sait pas. oui. On n'a pas porté de jugement là-dessus. Enfin, je donne un autre exemple, hein. On n'a pas porté de jugement là-dessus parce qu'on n'a pas apporté de jugement, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur On n'est vie. pas dans la Comme vie des eux, gens. comme, comme eux, ils ne savent pas ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui. Pourquoi des fois, ils ressentent tout, hein, les personnes. Hein. Si on va parce qu'on a mal dormi ou parce qu'on a eu un souci, ils y voient, hein, parce qu'on est moins dans le contact. Alors ils disent, oh, ben, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, c'est... Voilà. Et puis partager. Des fois, on n'est pas à 100% dans le soin. Partager un café. Pour eux, par exemple, vous avez une personne qui va qui n'a pas envie de toilette. Vous arrivez, elle n'a pas envie de toilette. On vous essayez, bon, on a 2, 3 petites astuces, on voit que ça ne marche pas. Et puis, le fait, et puis elle va vous dire au bout d'un moment, oh, moi, j'aimerais, on va prendre un café. Et puis, avec des questions, on va savoir pourquoi elle n'a pas voulu la toilette, qu'elle ne nous l'aura pas dit au départ. C'est ça. Et ce café-là, donc on n'aura pas donné la toilette, bon, à part s'il y a un change à faire, on est bien conscient, mais ça, on sera parti de chez elle. Pour moi, j'ai fait mon travail parce que elle sera soulagée, parce qu'elle m'aura dit pourquoi, et moi je l'aurais entendu, et voilà, elle sera soulagée Vous aurez pris compte, de sa demande et de son de besoin sa à un demande, instant et T, voilà, tout simplement. C'est ça, OK. Ben, merci beaucoup c'est Nathalie. vraiment, voilà, voilà. Vraiment, merci pour votre témoignage et puis merci d'avoir Oui, pris du temps oui, et bah, il n'y a pas de problème. Mhm. C'était et avec j plaisir. Je voulais vraiment témoigner parce que je suis vraiment à fond dans ces ambassadeurs. Je trouve que c'est quelque chose qui est important parce qu'on manque de plus en plus de personnel et j'ai l'impression que ce métier, ben, il n'intéresse plus. Parce que, est-ce qu'il a une mauvaise image? Et j'arrive pas à déterminer avec les gens que je parle pourquoi ils sont plus intéressés par ce métier.